Voici arrivé au troisième et dernier module où nous allons voir le principe d'Archimède et un exemple d'application du calcul des forces qui sera le calcul des forces de pression exercées par un volume d'eau sur un mur droit. C'est l'exemple typique d'un barrage. Nous commençons par le principe d'Archimède. Alors tout le monde connaît Archimède et son fameux Eureka dans sa baignoire. Archimède était donc un scientifique, sans doute l'un des plus importants savants de l'Antiquité, qui vécut au IIIe siècle avant Jésus-Christ dans la ville de Syracuse en Sicile. Et parmi ces nombreuses découvertes, on doit à Archimède le premier résultat qui concerne donc la mécanique des fluides. Ce principe d'Archimède permet en fait de calculer les forces de pression qui s'exercent sur un volume immergé. Ce principe s'énonce de la façon suivante. Tout corps immergé dans un fluide au repos est soumis de la part du fluide à une poussée verticale, opposée à la force de gravité, égale au poids du volume de fluide déplacé et appliquée au centre de masse de ce fluide. Alors regardons de façon un peu plus concrète ce que veut dire cet énoncé. Alors prenons l'exemple d'un bateau dont on aurait ici la coque qui s'enfonce dans un certain volume d'eau. L'eau qui environne la coque va donc exercer des forces de pression sur la coque du navire. Ce qui nous intéresse, c'est donc de calculer la force totale de pression exercée par l'eau sur la coque. Donc si j'applique le principe d'Archimède, qu'on va démontrer juste après, ce principe dit que la force totale est égale donc au poids du volume d'eau déplacé, donc le poids ici qui correspond donc au volume initial d'eau, donc à l'intersection entre le bateau et l'eau, et que le second point, c'est que donc le point d'application de la force est égal au centre de gravité de ce volume. Ce centre de gravité s'appelle centre de carène lorsqu'on parle d'un bateau. Donc le principe d'Archimède est extrêmement utile, car contrairement à la loi de Pascal, qui ne permet de calculer tout d'abord que la distribution de pression, et ensuite par intégration la force totale de pression, ce résultat le principe d'Archimède permet d'aboutir directement au résultat. Donc ça semble être un principe beaucoup plus intéressant. Ceci étant, pour qu'il puisse être appliqué, il faut donc que les conditions qui sont énoncées dans le principe soient applicables. Alors, le principe d'Archimède peut se démontrer de façon relativement simple à partir de l'équation de Pascal écrite sous forme tensorielle. Donc on avait vu précédemment que le gradient de pression devait équilibrer le poids propre. J'intègre ici sur un volume de contrôle. Si je me sers d'un théorème d'analyse tensorielle qui s'appelle Green-Ostrogradsky, lorsqu'on a ici une intégrale de volume où l'intégrand est un gradient, je peux transformer cette intégrale ici en intégrale de surface et le gradient ici est transformé en Pn. Donc si je regarde maintenant, si j'interprète le résultat suivant, ici j'ai donc la résultante des forces de pression, ici j'ai le poids propre du volume occupé par mon volume de contrôle, c'est-à-dire le poids propre déplacé. Donc on a ici une démonstration très rapide, très succincte du principe d'Archimède. Alors maintenant, essayons d'avoir une méthode pragmatique du calcul des forces de pression. Alors pour ça, je vais me servir premièrement donc de la définition de la force de pression. Donc on avait vu que la force infinitésimale de pression s'écrivait comme étant une pression multipliée par la surface infinitésimale et que comme c'était une force, il nous fallait un vecteur qui oriente la force. On avait un signe moins par convention de signe. Donc ça, c'est la force infinitésimale. La force totale, F, sera donc obtenue par intégration sur la surface. Donc pour faire un calcul de force totale, on peut appliquer une méthode relativement simple qui peut ici s'énumérer en 5 points. Donc premièrement, puisque la pression intervient, il faut calculer la pression. Donc on verra que puisqu'on est en hydrostatique, le plus souvent la pression sera linéaire. On parlera de pression hydrostatique. Ensuite, pour calculer la surface infinitésimale, ou pour la définir, il faut prendre garde de définir des surfaces pour lesquelles la pression est homogène sur ce petit élément de surface. Donc, une fois qu'on a défini le ds, on va pouvoir, après par intégration, calculer la force totale. On prendra évidemment soin de définir la normale à l'élément de surface.
Dans les cas les plus simples, la normale sera une constante, c'est ce qu'on verra dans l'exercice suivant. Si on a des objets relativement complexes, la normale pourra varier en fonction de la position. On aura donc quelque chose de beaucoup plus compliqué à calculer. Donc ensuite, par intégration, on obtient la force totale de pression. Donc maintenant, on va voir sur un exemple pratique comment on procède. Donc pour ça, on va considérer un sol imperméable, un mur de hauteur h. Donc ici, c'est rempli d'eau sur une hauteur h. Et je suppose que dans la direction ici, qui est normale au transparent, j'ai une largeur qui vaut L. Ce qui m'intéresse ici, c'est de calculer la force totale exercée donc par le volume d'eau sur le mur, ainsi que le moment de ces forces. Alors je procède comme je l'ai défini précédemment, tout d'abord en calculant la distribution de pression. Donc pour ça, je me sers de la loi de Pascal. On avait vu que c'était le gradient ou la dérivée de la pression par rapport à l'altitude, Z, qui est égal au poids volumique du fluide. Comme le fluide ici est incompressible, ρ sera constant. Donc on peut intégrer très simplement cette équation linéaire du premier ordre. On obtient ici une distribution linéaire. Alors pour simplifier les calculs, je vais supposer ici que la pression atmosphérique en Z égale à H est égale à 0. C'est juste pour simplifier le calcul, cela ne change en rien mon résultat final. Donc le second point était de définir la surface infinitésimale, et pour ça, il fallait que je choisisse une surface pour laquelle la pression est homogène. Donc si je me place à une altitude Z et que je prends un petit élément dz, et que donc je prends et on fait une bande qui sera définie comme étant dz multiplié par la largeur du canal, sur cette bande horizontale, la pression sera homogène et vaudra ρg h-z. Donc je définis ds comme étant L, la largeur, multiplié par dz, la hauteur de la petite bande. Comme précédemment, il me faut un vecteur normal à cette surface, n, qui vaudra ici 1, 0, toujours orienté de l'intérieur vers l'extérieur. L'extérieur, c'est là où se situe le fluide. La force de pression sera donc définie comme étant l'intégrale de la force infinitésimale de pression, dans un cas relativement simple, où n est constant, donc je vais pouvoir le sortir. L'élément de surface, on aura L dz, donc je peux sortir ici le L de l'intégrale, et donc j'ai juste à intégrer ρgh moins z dz. Le ρg se sort aussi d'intégrale, donc quand j'intègre ça, j'obtiens le résultat où la force de pression dépend donc de la hauteur, élevée à la puissance 2, multiplié par le poids volumique, ρg, multiplié par la largeur, et divisé par 2. Et cette force est orientée par le vecteur normal n. Calculons maintenant le moment des forces par rapport à un point, et je vais prendre comme point le point O ici qui est à l'angle. Donc par définition, le moment élémentaire, le moment infinitésimal, ça va être la distance ici, R, multipliée donc par la force élémentaire ici. Alors comme on a quelque chose qui sera orthogonal, ça va être relativement simple de faire le produit vectoriel. Donc la distance R qui est ici, vous en faites Z. Donc le produit vectoriel qui est ici s'écrit de façon relativement simple, ρg z h moins z dz. Donc quand j'intègre ce résultat, j'obtiens que le moment des forces en haut des forces de pression donc vaut le poids volumique ρg multiplié par la largeur du canal, multiplié par la hauteur d'eau à la puissance 3, divisé par 6, et donc ce vecteur est porté par le vecteur EY qui est normal au transparent. Si maintenant je résume ces deux résultats, j'ai montré que ma distribution de pression était donc linéaire, on parle de distribution hydrostatique de pression, et que puisque j'ai le moment de force en haut qui est égal à la force multipliée par un bras de levier qui vaut H sur 3, donc ça veut dire que le point d'application de la force est situé à 1/3 de la hauteur, donc est situé ici. Donc pour conclure notre chapitre 4 sur l'hydrostatique, on va donner les solutions du petit quiz. Alors la première question était relativement simple, il fallait calculer la force de pression exercée par l'eau à une profondeur Z sur des pièces de monnaie qui pouvaient être orientées différemment, donc selon l'horizontale, selon la verticale, ou bien à 45 degrés. Ce qu'on a montré au cours de ce chapitre, c'est que la pression ne dépend que de, si on travaille avec un fluide incompressible, ne dépend que de la profondeur et ne dépend absolument pas de l'orientation de la facette. Donc la pression pour ces trois facettes
d'orientation différente est strictement identique. Donc la bonne réponse, c'est en fait les trois réponses à la fois A, B et C. La seconde question du quiz est un peu plus difficile. On demandait de calculer, donc dans quel cas, la force de traction qu'il fallait exercer sur une brique pour la mettre en mouvement était maximale. Et on avait deux configurations possibles. Soit la brique était immergée dans l'eau, soit elle était à l'air libre. Et cette brique reposait sur un substrat supposé être imperméable et horizontal. Alors pour répondre à cette question, il faut faire un tout petit peu de mécanique et revoir la notion de loi de frottement dans un milieu liquide. La force de frottement, donc, dans un liquide est proportionnelle à ce qu'on appelle le poids déjaugé, c'est-à-dire au poids propre, moins la force de pression. Mais là, il faut être extrêmement prudent. Donc prenons le cas où on a un corps, donc ici ce sera une particule par exemple sphérique, qui est entièrement immergée, donc ça veut dire qu'elle est entièrement entourée d'eau. Donc l'eau exerce une force de pression partout, et donc je vais avoir une résultante des forces de pression qui a tendance à faire remonter ma particule. Ça exerce également une force qui est le poids propre de la particule, qui s'exerce dans ce sens-là, selon donc que la masse volumique du fluide est supérieure ou non à celle du solide, on va avoir un solide qui remonte ou bien qui coule. Examinons maintenant le cas où on a deux particules qui sont immergées, donc qui sont entourées de fluide. Donc les forces de pression vont s'exercer partout autour de ces fluides, sauf éventuellement au niveau du point de contact. Ces deux particules sont en contact, je vais supposer qu'elles sont en mouvement, donc il va s'exercer une force de frottement. Dans ce cas-là, la force de frottement, d'après la loi de Coulomb, va être proportionnelle au poids déjaugé, donc à cette différence entre le poids de la particule et la force de pression. Considérons maintenant un cas, qui est le cas de la brique, qui semble identique, mais qui ne l'est pas tout à fait. En effet, regardons quel est donc comment se comporte le fluide vis-à-vis de cette brique. On voit qu'ici, le fluide entoure toute la particule sphérique, et donc les forces s'exercent de partout, et donc on a une résultante vers le haut. On voit ici qu'il n'y a pas d'eau, donc on a des forces de pression ici sur les facettes verticales qui vont se contrebalancer, et on a ici une force de pression qui ne s'exerce que du haut vers le bas. Donc la résultante des forces de pression sera donc une force de pression qui sera orientée dans ce cas-là du haut vers le bas et qui va s'ajouter au poids propre du disque. Donc dans ce cas-là, contrairement à ce qui se passe pour un corps qui est totalement immergé, puisqu'on a ici une surface de contact qui n'est pas de l'eau, on va avoir le poids déjaugé qui sera le poids propre, et c'est là où il y a la subtilité, qui sera plus la force de pression. Et donc la force qu'il faut exercer pour mettre en mouvement cette brique sera proportionnelle donc au poids propre de la brique, mais puisqu'on appuie dessus avec une colonne d'eau qui est ici, il faudra donc ajouter la force de pression résultante. Donc la force de traction qu'il faut exercer pour mettre en mouvement cette brique sera bien supérieure dans l'eau que dans l'air. Nous avons donc fini avec ce chapitre numéro 4 consacré à l'hydrostatique. On a vu un résultat extrêmement important qui est la loi de l'hydrostatique. On verra que cette loi de l'hydrostatique sera en quelque sorte l'embryon, sera le fondement sur lequel on va construire la dynamique des fluides. On a vu également un principe extrêmement important qui est le principe d'Archimède, mais on a vu à travers la seconde question du quiz que ce principe est beaucoup plus subtil d'emploi qu'il peut n'apparaître au premier abord.